Avant 1900, un champ français se labourait avec un cheval, parfois un bœuf, rarement les deux à la fois. Puis, entre 1900 et 1930, 10 machines très différentes sont arrivées sur les routes, dans les fermes et même sur les champs de bataille de France, et elles ont changé la terre française pour toujours. Certaines venaient d'Amérique, d'autres d'Italie, soit une poignée sortaient d'usines françaises reconverties après la guerre. Mais une seule de ces 10 machines a fini par dominer toutes les autres en France à la fin de cette période. Et ce n'est probablement pas celle à laquelle tu penses. Reste jusqu'au bout. Tu vas comprendre pourquoi la France, malgré ses ingénieurs et ses usines, a fini par labourer avec un tracteur qui ne portait même pas un nom français. Bienvenue sur Tragrock. Aichi-Henri Bochez n'était pas agriculteur, c'était un ingénieur né à Frévent, dans le Port de Calais, installé à Rethel, dans les Ardennes, après avoir construit l'une des toutes premières automobiles modernes françaises, la Sirène, en 1899. Un capot à l'avant, un volant, des pneumatiques Michelin tout neufs, une transmission directe sans chaîne. À l'époque, presque toutes les voitures ressemblaient encore à des calèches motorisées. Bochet, lui, dessinait déjà l'automobile de demain. Mais en 1907, tout bascule. Son associé Charles Schmitt part chez Packard aux États-Unis où il va dessiner la première Packard modèle G. Et Bochet entre en conflit avec Renault sur la paternité d'un brevet de transmission, la fameuse prise directe. Il perd son procès, faute de preuves matérielles. Les pièces censées démontrer son antériorité ont été vendues à la ferraille pendant la guerre russo-japonaise quand le prix du bronze grimpait en flèche. Renault lui gardera ce brevet et en tirera une partie de sa fortune. Bochet, dégoûté de l'automobile, se tourne vers les moteurs fixes, puis vers l'agriculture. En 1909, dans son atelier de Rethel, il construit le tout premier tracteur à roues fabriqué en France. 5 ans plus tard, au moment même où éclate la guerre, il termine le tout premier tracteur à chenilles français. Bochet appelle son invention la Vitichenille, un mot né de la contraction de vigne et de chenille, parce que l'engin est assez étroit pour circuler entre les rangs des vignobles de Champagne, à quelques kilomètres de son atelier. Son brevet de transdirection lui donne un équilibre automatique que les autres tracteurs de l'époque n'ont pas, à qui Bochet aime répéter que la conduite est si facile qu'un enfant pourrait le faire, un argument qu'il martèle dans toutes ses publicités. Et pendant que l'Europe s'enfonce dans la guerre, l'usine de Rethel continue à sortir ses tracteurs à chenilles dans les Ardennes, à quelques dizaines de kilomètres du front. Bochet, lui, continuera à fabriquer ses machines jusqu'au milieu des années 50, avant que l'usine ne se reconvertisse définitivement dans la mécanique générale. Mais contrairement à Renault ou Citroën, son nom a presque disparu de la mémoire collective. Un inventeur français peut perdre un procès sur un brevet et perdre du même coup sa place dans l'histoire, même quand il a raison sur le fond. Ça arrive encore aujourd'hui dans des batailles de brevets technologiques qui se jouent loin des projecteurs. Avant cette vidéo, connaissais-tu déjà le nom Bochet? Écris-le en commentaire. Juste oui ou non, ça suffit, et l'histoire ne fait que commencer. Parce que pendant que Bochet travaille seul dans son atelier ardennais, à des milliers de kilomètres de là, une entreprise américaine prépare déjà sa première offensive commerciale sur les champs français. Tout commence à Paris en 1855 lors de la première exposition universelle. Cyrus McCormick, un industriel américain, vient présenter sa moissonneuse, la Virginia Reaper. Le jury lui décerne le premier prix. McCormick repart avec une réputation internationale, Légion d'honneur, en 1867, promu officier en 1878, puis admis à l'Académie des sciences en 1879. 30 ans après cette exposition, en 1885, ses premières moissonneuses sont importées en France, vendues par la maison française à Tonnerre dans l'Yonne. En 1891,
Un ancien marin nommé Raymond Wallu fonde à Paris une société d'importation pour distribuer en exclusivité le matériel McCormick en France. Son concurrent direct, Deering, s'installe lui aussi à Paris quelques années plus tard. En 1902, les deux géants américains fusionnent pour former International Harvester, un trust agricole sans équivalent dans le monde, présent dans chaque ferme du globe ou presque. Mais les vrais tracteurs, eux, mettent du temps à traverser l'Atlantique. Le catalogue parisien de la Seaman et la filiale française présente dès 1911 deux modèles américains, le Titan 20, 2586 kg sur la balance, et le Mogul 816, plus léger avec 2223 kg. Peu de fermiers français les achètent trop chers, trop lourds, et personne dans les campagnes ne sait les réparer quand une pièce casse à 30 km du concessionnaire le plus proche. Il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que l'importation devienne massive. Les surplus militaires américains affluent et avec eux des centaines de Titans et de Moguls vendus à bas prix dans toute la France, de la Brie à l'Aube en passant par la Champagne. En 1927 encore, certains Titans non fabriqués depuis 5 ans déjà traînent dans le catalogue de Wallat, vestige de ces liquidations de stocks de guerre. C'est le tout premier contact massif entre l'agriculture française et la mécanique américaine, presque 50 ans après que McCormick eut foulé le sol parisien pour la première fois. Et ce contact va laisser une trace durable. Les agriculteurs français découvrent qu'une machine venue d'un autre continent peut labourer leurs champs aussi bien, voire mieux, que les outils fabriqués à quelques kilomètres de chez eux. Une idée qui va revenir encore et encore dans cette histoire, un peu comme aujourd'hui, un objet conçu à l'autre bout du monde s'impose dans notre quotidien avant même qu'on ait pu tester une alternative locale. 1915, la guerre s'est enlisée, dans la boue des tranchées, les chevaux d'artillerie meurent par milliers en tentant de tirer les canons lourds à travers des terrains labourés par les obus. Un officier français, en visite dans le secteur britannique du front, observe alors une démonstration qui va tout changer. Un tracteur américain à chenilles. Le Holt en train de remorquer une pièce d'artillerie, là où aucun cheval ne pourrait avancer. Cet officier s'appelle Jean-Baptiste Estienne. Ce qu'il voit ce jour-là, dans la boue, le marque profondément. Le tracteur Holt n'était pourtant pas conçu pour la guerre. C'était une machine agricole américaine, utilisée dans les grandes plaines de Californie pour labourer des sols trop meubles pour les roues classiques. Fort, l'armée française commande alors des centaines de ces engins en deux versions. Le gros Holt de 75 chevaux et le petit Baby Holt de 45 chevaux, plus maniable, surnommé affectueusement par les artilleurs. Le 9 décembre 1915, lors d'un essai organisé près de Soins, dans la Marne, sur un ancien champ de bataille, un châssis de Baby Holt recouvert de tôle blindée est présenté devant le président Raymond Poincaré et le général Philippe Pétain en personne. La mobilité de l'engin sur ce terrain dévasté impressionne tout le monde. D'autres prototypes concurrents, le Casse-Terrain et le Kielen Straight, sont testés à la même époque, mais rejetés. Et dans les Vosges, en Alsace, sur la route de Verdun, les tracteurs Holt deviennent les bêtes de somme mécaniques de l'artillerie lourde. Ils tirent les canons vers l'avant, ramènent les corps vers l'arrière. Un travail sans gloire, mais essentiel. Et c'est en observant ce même Holt dès mai 1915 qu'Estienne a l'idée qui va donner naissance aux chars d'assaut français. Si un tracteur à chenilles peut franchir un terrain pareil, pourquoi ne pas le blinder et l'armer? Voilà le détail que presque personne ne raconte. Le char de guerre français et donc indirectement tout le machinisme agricole français des décennies suivantes est né d'un tracteur agricole américain observé dans la boue d'un champ de bataille. Un peu comme le GPS, conçu pour guider des missiles militaires, est devenu aujourd'hui l'outil qui te guide jusqu'au supermarché. Retiens bien ce nom, Holt. Il va revenir sous une autre forme un peu plus loin dans cette histoire.
Pendant que l'armée française commandait des Holt américains, un ingénieur de la société Schneider, Eugène Brillier, travaille sur un projet parallèle au Creusot, en Saône-et-Loire, construire en France une machine à chenilles capable de transporter les obus et de tracter les canons les plus lourds sans dépendre éternellement des importations américaines. Le résultat s'appelle le Schneider CD, un tracteur chenillé directement inspiré du Holt mais conçu et fabriqué entièrement en France. 500 exemplaires sont commandés en octobre 1916. La production démarre lentement dans l'usine Saumua de Saint-Ouen, près de Paris. 20 exemplaires seulement à la fin de l'année 1917, dont le tout premier prototype sorti en avril. Mais le 2 octobre 1918, 250 Schneider CD ont déjà été livrés au régiment d'artillerie lourde. Leur travail: transporter les munitions là où les routes n'existent plus, remorquer les pièces de 194 mm à travers des terrains que plus aucun cheval ne peut traverser. Le Schneider CD reste en service dans l'armée française bien après l'armistice jusqu'en 1940, soit plus de 20 ans après sa conception. Plusieurs régiments d'artillerie lourde sur chenilles s'installent en garnison à Valence, dans la Drôme, où ils continuent à entretenir et faire rouler ces machines pendant tout l'entre-deux-guerres. C'est la première fois que la France construit en série et à grande échelle sa propre réponse à la technologie américaine des tracteurs à chenilles. Une réponse tardive de 2 années, mais une réponse française. Le Schneider CD n'est d'ailleurs pas resté isolé. Schneider proposera aussi un prototype baptisé CD3, capable de porter directement une pièce d'artillerie lourde sur sa plateforme, plutôt que de simplement la remorquer. Et même l'ennemi reconnaîtra la qualité de ce châssis français. Les Allemands captureront plusieurs Schneider CD pendant la guerre et les équiperont eux-mêmes d'un canon de 50 mm pour leurs propres besoins. Ce que cette histoire révèle, c'est un schéma qui va se répéter tout au long de cette liste. La France importe, observe, copie, puis tente de produire elle-même. Le problème, comme tu vas le voir, c'est que cette boucle prend du temps, parfois des années entières. Et le temps vieillit pendant les années 20, c'est exactement ce que les concurrents étrangers n'attendent pas pour conquérir le marché. À Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, un jeune ingénieur marseillais nommé Georges Latil dépose en 1897 un brevet qui va faire sa fortune. L'avant-train Latil, un système de transmission permettant à un véhicule d'avoir ses 4 roues à la fois motrices et directrices. En 1913, il en tire un tracteur d'artillerie complet, le TAR, tracteur d'artillerie roulant. Le TAR pèse 5000 kg à vide, développe 40 chevaux grâce à un moteur de 7 litres et demi et peut remorquer jusqu'à 20 tonnes sur une pente de 15% ou 35 tonnes sur une rampe plus douce de 8%. Lors d'essais à vide, certains exemplaires grimpent même des pentes de 40%. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 3000 exemplaires sortent de l'usine de Levallois-Perret. Le corps expéditionnaire américain lui-même équipe une partie de ses unités avec ce tracteur français pour tirer les canons de 155 mm. Une version dite portée aux roues plus petites sert même à transporter directement le canon de 75 mm sur une plateforme. Après l'armistice, Latil ne range pas ses tracteurs au garage. En 1922, l'entreprise équipe un de ses modèles d'un gazéificateur de bois, une façon de rouler sans essence, rare et précieuse à l'époque. 2 ans plus tard, en 1924, Latil lance un véritable tracteur destiné cette fois à l'exploitation agricole, à la sylviculture et aux travaux publics. La transformation d'une machine de guerre en outil de ferme n'est pas un hasard. C'est exactement ce qui se passe partout en France à cette époque, chez Renault comme chez Citroën, un peu comme certaines usines automobiles d'aujourd'hui qui basculent une partie de leur chaîne vers d'autres productions selon la demande du moment. Latil prouve une chose essentielle. La France sait construire des tracteurs robustes, parfois même plus innovants que leurs équivalents étrangers.
L'entreprise restera d'ailleurs fidèle à cette philosophie pendant des décennies jusqu'à devenir une référence du tracteur forestier reconnaissable entre tous avec ses 4 roues immenses et sa bêche d'ancrage dressée à l'arrière. Le problème n'a jamais été le savoir-faire technique. Tu verras bientôt où se trouve en réalité le vrai problème français. 11 novembre 1918, l'armistice est signé et dans l'immense usine Renault de Billancourt, les chaînes de montage du char FT s'arrêtent brutalement. Louis Renault se retrouve avec des halls entiers conçus pour produire des centaines de chars par mois, soudain vides. Plutôt que de les fermer, il prend une décision radicale. Reconvertir ces lignes de production de chars en lignes de production de tracteurs agricoles. Un premier prototype, photographié dès le 25 janvier 1918, reprend directement les chenilles du char FT. Modifié, il devient en 1919 le type GP, le tout premier tracteur agricole français construit en série, avec 425 exemplaires. Le moteur, 4 cylindres essence de 4 536 cm3, développe entre 20 et 30 chevaux à 1000 tours par minute. Une variante, le Chenille, suit un an plus tard. Chenille, elle aussi, aux 3300 kg sur la balance, capable de tirer 3400 kg avec 3 vitesses avant et une marche arrière. 600 des exemplaires seront produits jusqu'en 1928, certains exportés jusqu'en Union soviétique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, testés en 1921 par l'armée française elle-même. Le H-Quiz sera même adopté pour la mise en batterie de certains canons d'artillerie lourde portée. Louis Renault possède à Erqueville, dans l'Eure, un domaine agricole de plusieurs milliers d'hectares. Pas moins de 11 modèles différents de tracteurs Renault y seront testés entre 1919 et 1939. Un patron d'industrie qui utilise sa propre ferme comme laboratoire grandeur nature. Ce n'est pas un détail anecdotique. C'est la preuve que même Renault tâtonne, cherche, recommence, bien avant de trouver sa formule gagnante, des décennies plus tard avec la série Orange. Si tu trouves cette histoire passionnante, c'est le moment de t'abonner à Tragrock et d'activer la cloche. La suite révèle comment l'Italie puis la France elle-même vont pousser encore plus loin l'idée du tracteur tout-terrain. À Milan, un ingénieur nommé Ugo Pavesi observe pendant la guerre un problème tout simple. Ni les bœufs ni les rares tracteurs disponibles n'arrivent à labourer un champ détrempé par la pluie. Pavesi imagine alors une machine radicalement différente, 4 roues métalliques énormes, toutes motrices et toutes directrices, montées sur un châssis articulé en son centre, capable de se plier comme un accordéon pour garder chaque roue au contact du sol, même sur un terrain chaotique. Son moteur, à 2 cylindres opposés, 4520 cm3, développe 15 à 20 chevaux à 900 tours par minute et fonctionne aussi bien à l'essence qu'au pétrole lampant. Le résultat, le P4, est présenté à Milan le 6 décembre 1918, puis à Paris dès l'année suivante. Les agriculteurs, venus le voir dans les foires, sont impressionnés par son agilité, jamais vue jusque-là sur un tracteur. Une licence est rapidement cédée en France à la Société auxiliaire agricole, qui commercialise la machine sous le nom d'Agrophil Pavesi. D'autres licences suivent à l'étranger, chez Armstrong Siddeley en Grande-Bretagne et chez Weiss-Mayfrit en Hongrie. Une photographie datée du 1er décembre 1921, prise au camp militaire de Satory, dans les Yvelines, montre l'armée française en train d'évaluer un exemplaire de ce tracteur articulé venu d'Italie. Le seul vrai défaut du Pavesi, c'est son prix. Environ 60% plus cher qu'un Fiat ou qu'un Landini classique. Une mécanique aussi sophistiquée, fabriquée de façon presque artisanale, coûte cher à produire en petite série. Le P4 restera en fabrication jusqu'en 1942, mais jamais il ne connaîtra le succès commercial massif que sa conception géniale aurait pu lui promettre. Cette histoire-là contient en miniature tout le drame du tracteur européen des années 20. L'innovation pure ne suffit pas.
Encore faut-il pouvoir la vendre moins cher que la concurrence. Exactement comme aujourd'hui. Un produit techniquement supérieur peut perdre une bataille commerciale face à un concurrent plus accessible. Et la concurrence, à ce moment précis, prépare une arme bien plus redoutable que n'importe quel châssis articulé. André Citroën, lui, ne pense pas d'abord à l'agriculture. En 1920, il rachète la licence d'un système inventé par Adolphe Kegress, ancien responsable du parc automobile du Tsar de Russie. Une chenille souple en caoutchouc montée à l'arrière d'un châssis classique qui transforme n'importe quelle voiture en véhicule tout-terrain. Les premiers essais ont lieu au mont Révard, dans les Préalpes, dès 1921, sur un châssis de Citroën B2 4 cylindres de 1452 cm3, développant 20 chevaux à 2100 tours par minute. Citroën a l'instinct du coup médiatique. En décembre 1922, 5 autochenilles quittent Tougour en Algérie pour traverser le Sahara. Elles atteignent Tombouctou le 7 janvier 1923 après 20 jours de désert, transportant le tout premier courrier postal transsaharien. Le succès est retentissant dans toute l'Europe et Citroën enchaîne 2 ans plus tard avec la Croisière Noire, une traversée de l'Afrique centrale. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en parallèle, Citroën décline cette même mécanique en version agricole, un châssis court, à empattement réduit d'1,48 m, conçu spécifiquement comme tracteur de ferme. En octobre 1923, lors du concours militaire des tracteurs agricoles organisé à Satory, l'autochenille Citroën Kegress remporte le tout premier prix décerné à un tracteur léger depuis la création de ce concours en 1907. Une voiture française transformée en tracteur bat tous ses concurrents dans une compétition officielle organisée par le ministère de la Guerre entre 1920 et 1927. 1134 exemplaires de ce modèle et de ses dérivés sortiront des usines, la plupart destinés à l'armée. Et pourtant, l'aventure agricole de Citroën restera marginale. L'entreprise préfère concentrer ses moyens sur l'automobile et sur ses expéditions spectaculaires en Afrique et en Asie, bien plus rentables, en termes d'image, de marque, qu'un marché agricole étroit et peu lucratif. Une occasion manquée de plus dans une décennie qui va en compter beaucoup d'autres. En 1921, Renault sort le type HO, le tout premier tracteur Renault équipé de roues classiques plutôt que de chenilles, proposé en version métallique ou pneus caoutchouc. 210 exemplaires seulement et des ventes décevantes. Trop lourd, trop cher en essence, jugé peu pratique par les agriculteurs qui l'essayent. Les ingénieurs de Billancourt comprennent qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule. 1 an plus tôt, en 1920, l'entreprise avait justement installé près du Mans, dans la Sarthe, un centre d'études qui deviendra des décennies plus tard le cœur industriel de Renault Agriculture. C'est en 1926 qu'arrive enfin ce que les agriculteurs attendaient vraiment, le type PE. Pour la première fois chez Renault, le tracteur dispose d'un véritable crochet d'attelage, pensé dès la conception pour tirer charrue et remorque dans des conditions réelles de ferme et non plus comme une simple adaptation tardive d'un châssis de char. 1840 exemplaires sont produits, avec plusieurs versions qui se succèdent, jusqu'en 1937, faisant du PE le tracteur Renault le plus durable de tout l'entre-deux-guerres. Le coût élevé de l'essence pousse même les ingénieurs, dès 1923, à étudier des versions fonctionnant au gazogène, un système économique mais complexe à utiliser au quotidien dans une ferme, qui demande un entretien quasi permanent du foyer de combustion. Avec le PE, la France tient enfin un tracteur agricole pensé comme tel depuis le premier coup de crayon et non plus comme la conversion d'une machine de guerre. 8 ans après l'armistice, 8 ans de tâtonnement entre chenilles et roues, entre châssis de char et conception agricole pure, Renault arrive enfin à un produit cohérent. Un peu comme une entreprise qui met plusieurs versions de produits avant de trouver le modèle qui correspond vraiment à ce que ses clients réclament depuis le début. Mais en 1926, pendant que Renault
peaufine son PE à Bilancourt, un industriel américain inonde déjà les campagnes françaises avec un tracteur 2 fois moins cher et c'est lui qui va remporter la partie. Henry Ford avait grandi dans une ferme du Michigan. Il connaissait par expérience personnelle l'épuisement du travail de la terre, bien avant de motoriser les automobiles avec sa Ford T. En 1917, après 10 ans de mise au point, il lance le Fordson, un tracteur simple, 4 cylindres, 20 chevaux, conçu pour être produit en série exactement comme une voiture, capable de fonctionner aussi bien à l'essence qu'au pétrole lampant. Le prix, c'est l'arme absolue du Fordson. C'est en 1922, en pleine guerre des prix avec ses concurrents américains, Ford fait chuter le tarif du modèle F de 625 à 395 $. Plus de 260 constructeurs concurrents, incapables de suivre, disparaissent purement et simplement du marché. Aucun tracteur français, ni le Renault PE, ni le Latil Agricole, ni l'Agrofil Pavesi ne peut s'aligner sur un tel prix. Dès 1926, les usines Ford produisent plus de 100 000 Fordson chaque année, exportés vers l'Europe entière, y compris vers les campagnes françaises de Beauce, de Brie et de Picardie. L'Union soviétique elle-même en importera plus de 25 000 entre 1921 et 1927, preuve de l'ampleur de cette diffusion mondiale. Voilà la réponse promise au tout début de cette vidéo. Pendant 30 ans, entre 1900 et 1930, la France a inventé, testé, breveté, produit des tracteurs à chenilles, des tracteurs articulés, des autos de chenilles primés dans des concours officiels, des tracteurs nés de chars de combat reconvertis. Bochet, Latil, Renault, Citroën, tous ont innové, chacun à sa manière. Mais c'est une machine américaine simple, bon marché, fabriquée à la chaîne comme une automobile, qui a fini par dominer les champs français à la fin des années 20. La France savait inventer le tracteur. Il lui faudra encore 30 ans, jusqu'au D22 Orange, sorti de l'usine du Mans en 1956, pour apprendre enfin à le vendre aussi bien qu'elle savait le concevoir. Quel est, parmi ces 10 tracteurs, celui que tu aimerais voir détaillé dans un prochain épisode? Écris son nom en commentaire. Et si cette histoire t'a appris quelque chose, abonne-toi à Tragrock, active la cloche. Et dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. La terre française a une histoire mécanique méconnue, et elle mérite d'être racontée jusqu'au bout.